Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Mais personne ne voit qu'il est en train de se cacher. Voilà. Happy birthday to you, l'ami Jean-Luc. Merci, Dame Laurence. Et puis bonjour à tous les auditeurs. Et oui, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Évidemment pas de vous, l'ami Jean-Luc. Pas encore. Pas encore. Bon, j'espère y arriver, à peu près en bon état. C'est quel signe d'ailleurs le mois de juin? Le 10 juin, c'est quoi? C'est les Gémeaux. Ah, vous êtes Gémeaux? Oui. Ah bon, on n'aurait pas dit. Ouais. Ah, c'est marrant. En même temps, voilà, tout le monde s'y connaît et pas du tout en signe zodiacal, et c'est absolument pas de cela dont on va parler. On a une émission très spéciale, évidemment, pour fêter un autre anniversaire que le vôtre, les 100 ans des 24 heures du Mans. Oui, avec plein de rendez-vous qui tournent autour des 24 heures du Mans. On parlera bien évidemment de la course qui s'annonce passionnante. Je vais vous dire, je pense qu'on est revenu au milieu des années 60, quand vraiment il y avait une vraie bataille pour la victoire au Mans, puisque là, on a quand même Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot qui prétendent à la victoire, et Toyota bien évidemment qui a signé les 5 dernières victoires. Il va y avoir une bataille épique dans les autres catégories également. Franchement, un plateau vraiment magnifique, et on reviendra sur ces 100 ans d'histoire des 24 heures du Mans qui sont pas juste une course automobile, puisque c'est un laboratoire d'innovation. Et vous verrez, alors j'ai, en préparant l'émission, découvert plein de choses, que par exemple on avait inventé le bitume, pour les 24 heures du Mans. Alors on aura en plus de cela une chance magique, incroyable, hop là, c'est de vous présenter cet énorme bouquin, un très très beau livre. Et il sera avec nous, Gérard Rolls, dans notre émission On parle auto. Un très très beau livre qui est paru aux éditions Grunt, 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance du monde. Alors c'est un livre qu'il a coécrit évidemment avec son fils, entre autres Julien Holz, mais aussi avec Denis Bernard et Basile Davoine. Ils ont fait vraiment 100 ans de légende. Voilà, on aura le plaisir de recevoir Gérard avec nous. Oh là, le bouquin est lourd, hein, et on l'a trouvé nous tous les deux absolument. Ah oui, il est sublime. magnifique. Le numéro de téléphone que je vous donne, parce que bien Alors, sûr, si vous êtes au Mans et que vous nous écoutez, voilà, ou que vous allez au Mans, appelez-nous pour nous donner un petit peu l'ambiance. On aura évidemment beaucoup de gens du monde, des gens qui seront sur place au téléphone tout à l'heure pour parler de toutes ces chroniques qui vont émailler l'émission. On parlera de la course pour finir avec Eric et Larry, qui est un pilote qui fête aussi, aujourd'hui. C'est bien, c'est un nom de famille, Larry, hein, c'est pas Eric et Larry. Non, voilà, c'est pas l'inspecteur. D'ailleurs, c'est même pas Larry, c'est Harry. Larry Tournelle, voilà, joli. C'est un super chanteur. Donc lui, il fête aussi un anniversaire. Il a gagné sur une Peugeot 905 il y a 30 ans. On parlera donc des forces en présence tout à l'heure. On essaiera de vous donner un petit pronostic, parce que il est fort probable que le départ de la course se fasse sous la pluie d'ailleurs. La pluie et le Mans. C'est une histoire d'amour. Départ à 16h, hein, on va le rappeler. Départ à 16h. Ouais. Voilà, le top départ sera donné par un des grands basketteurs, c'est Lemon, à 16h. Normalement, c'est lui qui doit donner le top départ de ce grand événement. Et puis, évidemment, vous l'avez appris, vous l'avez compris, vous êtes au Mans, vous avez envie de nous appeler, si vous nous écoutez actuellement, 0826 300 300, même si ça risque d'être compliqué quand il y a beaucoup de monde, les réseaux téléphoniques peuvent être vite saturés. Par contre, vous avez déjà vécu un 24 heures du Mans. C'est une course qui vous passionne, c'est on va dire un événement humain et convivial que vous adorez. Venez témoigner aussi, vous n'hésitez pas. Et puis après, puisqu'on parle auto, vous avez juste une question à poser à l'ami Jean-Luc, vous n'hésitez pas non plus, 0826 300 300. On y va? Oui, en plus on va vous faire gagner des places pour le Grand Prix du camion. Ça se passera le 17 et 18 juin prochain à Nogaro. Nogaro, pas Claude, excuse-moi Claude. Quoique le Gers, c'est juste en dessous Toulouse, hein, on n'est pas si loin. 20 places pour le Grand Prix camion le 17 et 18 juin 2023 à Nogaro. On va vous faire gagner toutes ces places avant 13h. Restez aussi à l'écoute. Sud Radio, on parle auto. Allez, on commence tout de suite avec vous au 0826 300 300, et c'est Bruno qu'on accueille. Bonjour Bruno. Bruno de Pau. C'est bête. Bonjour. Bonjour Bruno. Ça va? Bonjour à tous. Oui, ça va. Et bon anniversaire Jean-Luc. Ouais, merci Bruno. Dis donc, Bruno, vous n'êtes pas très loin de Nogaro. Eh oui,
Oui, tout à fait. Eh ben, vous voulez pas gagner 2 places pour aller au Grand Prix camion? Eh ben, allez. Allez, c'est parti. Voilà, Voilà. on commence comme ça, nous. Et le Gers, c'est pas en dessous de Toulouse, c'est sur le côté. Oui, mais je veux dire, par rapport au nord de la France, on n'était pas si loin. On est en dessous. Ouais, mais on n'est pas très loin quand même. Hein. Comme c'est mon anniversaire, j'ai le droit de faire des blagues à la noix. Et d'habitude, alors là, vous êtes de Pau, mais j'aime bien quand c'est Bruno d'Agen, moi. Ouais. Non, alors Bruno, juste une dernière chose. Donc on va prendre vos coordonnées hors antenne pour vous envoyer 2 entrées pour aller vivre le Grand Prix camion. Donc le week-end prochain à Nogaro. Merci bien. J'appelais pas pour ça. Et plus précisément, j'habite à Gand, à côté de Pau, qui est le village où on fait le Jurançon. Ah, mais je vous adore. Bruno, voilà. avec un cépage qui est le Gros Massingue, qui est vraiment le cépage phare de cette appellation. Voilà. Bon, j'ai appelé, je sais pas comment. Alors vous avez 2 questions. Vous avez 2 questions. Ouais. Voilà. Alors vous avez donc une Dacia Spring, ça j'ai compris. Voilà. Vous l'avez acheté quand? Tiens. Alors, on l'a commandé en avril dernier, avril 2022. On l'a reçu en janvier 2023. Bah oui, parce qu'elles viennent à la nage depuis la Chine, alors ça prend du temps. On a tout eu, la nage et le manque de transporteurs. Mais bon, c'est pas grave, on avait une on avait une Dacia Sandero GPL que j'avais achetée il y a 16 ans. J'ai suivi votre avis. Mon conseil à l'époque, vous avez fait, c'était l'affaire du siècle à l'époque. Hein. Franchement, on vous donnait presque de l'argent pour acheter la voiture. C'est incroyable. Et je vous ai envoyé, j'ai retrouvé, parce que je vous avais dit 6 000 euros. Non, c'était 6 700, presque 7 000 euros la voiture. Elle m'avait coûté à l'époque. Ouais, mais attendez. Et elle se vend à l'heure actuelle sur de bons coins entre 3 000 et 5 000 euros. C'est bien. Et vous savez qu'on a les prix de l'occasion qui sont encore à 30 à 40% plus élevés, plus chers que l'occasion d'il y a 4-5 ans. Hein. Ouais. Ah ouais, mais c'est impressionnant. Donc déjà, je voulais le remercier, je l'ai suivi et je vous écoute depuis des années. Et là, on a acheté une Dacia Sprint, donc électrique, électrique pour remplacer cette Sandero GPL. Et voilà, donc je la reçois en janvier. Oui, avec un G. Ouais. Vous allez peut-être faire des sprints, mais c'est une Spring. Ouais, je le dis chaque fois sprint. Et donc, je l'ai acheté. Il n'a pas plu les premiers jours et au mois de février, il s'est mis à pleuvoir. Et là, le balai essuie-glace, quand il se met en route, il fait un bruit comme si le balai essuie-glace avait 3 ans et de bas de gamme, etc. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser 10 euros? Je sais que c'est une somme aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'ai été chez Renault, je leur ai demandé. Ouais, mais si vous remettez celui d'origine, ça va faire pareil. Non. C'est d'origine. J'aurais dit. Mais le problème, excusez-moi de vous. Le problème, c'est que ils voulaient me mettre de chez Renault, mais ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas la faute du concessionnaire Renault Route de Tarbes qui sont très sérieux et Renault Minute. Il faut le dire quand les gens sont très compétents. Ils m'ont dit nous, on ne peut pas vous mettre un autre essuie-glace qu'on a en réserve. Il faut attendre l'essuie-glace du constructeur. Donc on a attendu 3 semaines. Ouais, non, mais laissez tomber. L'essuie-glace d'origine, il est pourri et vous pourrez rien y faire. Si vous le changez pour le même, il sera aussi pourri. Alors, vous savez quoi? Il y a des tutoriels sur Internet. Il y a des gens qui, toutes les sprints, les springs, pardon. Alors, ne pas confondre non plus avec spritz, parce que comme c'est son anniversaire, c'est la journée des spritz avec modération. J'aime pas le spritz. Non, vous êtes vin, vous êtes comme moi. Vous. Voilà. Donc la spring, tous les propriétaires qui sont confrontés à la pluie, effectivement, trouvent que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait comme la voiture est silencieuse en plus quand on roule pas très vite. Elle devient plus bruyante quand on roule rapidement, mais quand on roule pas très vite, on n'entend plus que l'essuie-glace dans la voiture. Donc c'est très énervant. Voilà. Et donc il y en a plein. Alors vous pouvez acheter les flat blades. Là ça coûte 10 euros. Et vous allez sur Internet, vous verrez, il y a plein de tutoriels. Il y a des gens qui vous expliquent comment pour 10 euros d'un coup on rend la voiture silencieuse avec un balai qui balaie. Voilà. Parce que bien, mais aussi, j'ai remarqué dans ce véhicule, je voulais vous faire remonter, c'est que comme c'est un balai, il balaie pas tout. Ah oui, oui. Sur la gauche, je vous dis pas, quand il neige, on a une coupure de la vision gauche impressionnante quand il y a de la neige.
Oui, mais enfin ça, la neige en ce moment, vous en aurez normalement pas beaucoup. Une fois, la saison voilà. On l'a eu une fois. Enfin bon, après. Voilà. Après... Non, mais c'était pas pour me plaindre de. Non, mais ça m'a fait rigoler. Alors je me suis dit, je vais en parler. Mais vous avez bien fait parce que du coup, Bruno, ça partage l'information avec tout le monde. Et, mais là, tous ceux qui nous écoutent, qui ont des springs, investissez 10 € dans un balai d'essuie-glace qui marche mieux. Ou alors, la Spring est une voiture d'été. Voilà. Mais l'été, il pleut, il y a des orages. Des fois, non. Voilà, bon, d'accord. Bon, alors, vous aviez une autre question aussi. Il vous reste 2 minutes 40. Ma Renault Mégane Estate de diesel 110 chevaux que j'ai, donc je ne l'utilise plus, donc je la laisse maintenant au garage. Donc je voulais avoir vos conseils pour qu'elle puisse mieux vivre, mieux... Alors vous la laissez au garage combien de temps? Est-ce que vous la stockez 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Donc maintenant, je ne l'utilise plus pour le trajet travail, parce que vu qu'on en a 3. Donc je ne m'en sers que pour les longs trajets. Oui. Et pour le moment, je m'oblige à l'utiliser une fois par mois et à faire au minimum 30 km. Bah c'est bien, voilà. C'est bien. Alors, bon, déjà, le premier truc, c'est la batterie. Vous achetez un petit chargeur, là, on va vendre à CETEC parce que c'est finalement les moins chers et les plus performants, donc il n'y a rien à vendre de plus. Vous laissez ce chargeur branché sur la batterie, ça vous évitera de... Tout le temps ? Oui, ça maintient la charge. Rassurez-vous, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, c'est rien du tout, c'est pas plus que votre télé en veille. Donc ça vous permettra de prolonger la vie de la batterie, de la multiplier par 3 ou par 4. Quand on voit le prix d'une batterie pour un diesel, c'est un bon investissement pour un appareil qui va coûter, allez, on va dire moins de 70 €. Vous allez multiplier par 3 la durée de vie d'une batterie qui coûte 150 €. Donc ça vaut le coup. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, quand vous laissez votre voiture stockée pendant longtemps, faites le plein. Complètement. Moins il y a d'air dans le réservoir, moins le carburant va se détériorer parce qu'il s'oxyde, et il s'oxyde avec l'oxygène qu'il y a dans l'air. Et puis, en fait, comme aujourd'hui, par exemple, là, entre la nuit et le jour, on a des différences de température qui sont importantes. On peut avoir de l'eau, de la condensation dans le réservoir. L'eau descend au fond du réservoir sur les diesels, et quand un diesel boit de l'eau, voilà, c'est pas bon du tout. Donc, le conseil, c'est ça. Si vous la stockez pendant, allez, on va dire plus d'1 mois, vous faites le plein. Et puis, vous mettez votre batterie en charge. Et sur un diesel, paradoxalement, c'est un petit peu moins touchy que sur un modèle essence, parce que l'essence se dégrade plus vite que le gasoil dans un réservoir. Ben voilà, Bruno, vous avez... Merci bien, merci. Et juste, Renault m'a recommandé un autre essuie-glace. Ils me l'ont commandé, parce qu'elle a eu un rappel, le véhicule, là, j'étais hier chez le garagiste, elle a eu un rappel pour un problème de dysfonctionnement. Ça veut dire qu'au moment où on se retrouve, elle n'avance plus. Voilà. C'est un rappel qu'ont eu les Dacia. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, j'étais pas au courant. Non. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous gonflez un petit peu plus les pneus aussi, si vous la laissez longtemps sans rouler. Vous mettez 3 kilos dans les pneus. Et vous pensez à dégonfler quand vous allez rouler. Voilà. Bon, Bruno, vous avez tous les conseils. Alors, c'est super. Ouais, mais c'est un peu notre deuxième prénom, c'est super. Avec un S. Bruno, non, mais par là, contre. C'est diesel. Ouais. Non, mais on est encore plus super. Canon. C'est que vous ne raccrochez pas. Jordan, qui est au standard, va vous récupérer, prendre vos coordonnées pour vous envoyer des places, puisque vous venez de gagner 2 places pour aller vivre le Grand Prix de camion au circuit Nogaro dans le Gers. J'ai une chaîne YouTube. Electricars 64 où je partage avec des amis de mes amis. Voilà. Donc, votre passion de l'automobile. Electricars 64. Electricars, donc ELECTRICARS 64 attaché. Je partage avec mes amis mes essais. Et super. Top, Bruno. Et le plaisir de la voiture. Je vous remercie beaucoup. Merci Bruno. Bon week-end. Et puis surtout, vous restez bien avec nous régulièrement tous les samedis à l'écoute de Sud Radio. Et merci de votre confiance. Allez Bruno, on vous laisse vivre un beau week-end du côté de Pau. Une pause et dans quelques instants, Franck nous attend au standard lui aussi. Il a une question à poser à l'ami Jean-Luc. Faites pareil. 0826 300 300. Rejoignez-nous quand vous voulez. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Et nous sommes avec vous évidemment jusqu'à 13h avec une émission un peu spéciale et vous verrez qu'à partir de 11h30, 11h45, on sera focus sur les 100 ans du Mans. Je vous rappelle la présence aussi de Gérard Rolls qui sera avec nous dans cette émission pour parler de son très beau livre aux éditions Grunt, 100 ans de légende. Grunt. Vous n'avez pas fait du Deutsch à l'école? Grunt comme ça, moi je préfère que c'est Grunt. Grunt. Ah. Il y a un umlaut sur le U. C'est ça aussi l'anniversaire de l'ami Jean-Luc et vous êtes nombreux à lui souhaiter sur la page Facebook de Sud Radio. D'ailleurs, n'hésitez pas quand vous mettez un commentaire, vous êtes déjà nombreux à nous parler, de cliquer sur j'aime, hein, par exemple, ça peut être sympa d'avoir plein de petits j'aime. Nous accueillons tout de suite Franck au 0826 300 300 qui veut parler auto avec nous. Salut Franck. Bonjour Franck. Bonjour Comment ça Jean-Luc. va? Bonjour Laurence, ça va très bien. Vous habitez où vous? J'habite à Poitiers. Ah, c'est bien Poitiers. Je crois que ça fait la 3e fois que je passe dans votre émission. Ah bah écoutez, alors vous allez avoir droit à une médaille, on va donner des médailles. Au chocolat. On vous écoute alors pour la 3e fois, mais vous savez quand on aime on ne compte pas. En plus c'est une question qui m'intéressait moi, parce que j'avais pas la réponse et j'ai cherché pour vous et je vais vous la donner la réponse. Alors, je vous pose la question. En fait, ce week-end, j'étais avec des groupes de copains et on parlait de voitures. Et je leur ai dit que voilà, depuis j'ai quelques voitures à la maison et puis les voitures de mes enfants et je fais la révision, les vidanges, tout ce que je peux essayer de faire, comme par exemple les freins, les plaquettes de frein, les disques, le liquide de frein, les amortisseurs, enfin vous voyez, ils font des choses. Et ils m'ont dit bah attends, tu changes les freins tout seul. Mais imagine que tu montes mal les plaquettes de frein ou tu montes pas les bonnes, ou tu les abîmes, ou tu les modifies et puis et quand ça freine, ça freine pas et tu rentres dedans et tu rentres dans une personne et tu la tues. Il dit, du coup, tu vas à l'entôle. Non, mais attends, il dit pas n'importe quoi. Non, mais attends, mais ils sont sympas, vos amis. En fait, ils veulent se débarrasser de vous, c'est ça. D'amis, hein. Ouais. Et donc, alors bon, j'étais quand même presque sur mon coup en disant que c'est quand même l'assurance qui rentre en charge. Oui, bien sûr. De compte, mais bon, du coup, j'ai quand même un doute. Alors, non, on va lever le doute. Hein. Moi aussi, vous savez, je fais l'entretien de mes voitures. Moi aussi, je change des plaquettes de frein. Je change tout un tas de pièces sur les autos. Comme c'est moi qui le fais, je suis encore plus rigoureux que si c'était un professionnel. Cela dit, quand je porte ma voiture à un professionnel, en général, je vérifie derrière. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Et je ne vais pas vous en parler là, mais ça m'est arrivé des fois de découvrir des choses épouvantables alors que la voiture sortait de chez un professionnel. Moi, mon professionnel est top. Hein. Voilà, mais il y en a des très bien, il y en a des très bien. Et puis il y en a des moins bien, on va dire ça comme ça. C'est comme dans tout. Hein. C'est exactement comme dans tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai des mauvaises expériences et que je préfère le faire moi-même. Le véhicule, il est assuré, et heureusement qu'il est assuré, quelle que soit la personne qui fait l'entretien, parce que vous imaginez, sur les vieilles autos qui n'ont pas vu les concessions ou des réparateurs depuis très longtemps, si on vous disait, ah ben non, là vous avez eu un accident, mais regardez, vous avez dépassé la date de l'an. Un peu comme pour les garanties, vous savez, où le constructeur vous dit, ah mais non, vous n'avez pas fait l'entretien en temps et en heure, donc la garantie ne marchera pas. Vous imaginez ça? Vous avez un accident, vous dites, ah bah non, alors vous avez vu, hein, regardez là. C'était il y a 15 jours, hein, vous n'êtes plus garanti. Vous êtes évidemment garanti, même si vous faites une erreur, vous montez les plaquettes de frein. Alors d'abord, aujourd'hui, c'est pas très compliqué de changer des plaquettes de frein sur une voiture, à part sur certains modèles très exclusifs où il y a des plaquettes de frein gigantesques en plusieurs parties, mais autrement c'est pas très compliqué. Il y en a qui roulent d'ailleurs. Le contrôle technique sert à ça, à vérifier en plus qu'on roule pas avec des organes défectueux, en particulier les organes de sécurité. Si vous faites l'entretien vous-même et que malheureusement il résulte de cet entretien un accident, vous êtes quand même couvert par votre assurance. J'ai demandé à des assureurs. Il n'y a aucune obligation d'ailleurs de faire entretenir son véhicule par un professionnel. Mais non, votre véhicule il doit être en bon état. Des fois, la faute n'a pas de chance. Imaginez un caillou qui se coince dans un frein et là ça freine moins bien et donc vous avez un accident à cause de ça. On ne va pas accuser le propriétaire du caillou si vous l'avez récupéré sur un chemin privé par exemple. Voilà. Oui. Non. Votre responsabilité ne sera jamais mise en cause si vous avez un accident parce que c'est vous qui avez fait l'entretien de votre véhicule, bien évidemment. Et du coup, j'ai peut-être fait mal. Pardon ? Et donc je ne serai jamais impacté si je l'ai fait mal ou. Oui, non, mais non, évidemment.
De toute façon, si vous l'avez mal monté, vous allez vous en rendre compte à Non, mais, l'utilisation. Oui, si. Alors oui, mais, attends, expliquez-moi tout. Vous prêtez votre voiture à votre belle-mère, Ouais. vous avez mal monté les freins, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? par exemple, moi je fais aussi les révisions pour mes enfants, pour les voitures de mes enfants. Ah, je pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu la blague de la Oui, oui, Jean-Luc. pardon. Excusez-moi. Oui, si, j'ai compris. Non, mais non. Et bien évidemment, Non, vous non, tenez non, à la Franck. santé, à votre santé, à vous, à la santé de vos enfants. Donc vous faites le mieux possible. Bah oui. Ça sera une erreur malheureuse, mais ça sera pas intentionnel si vous le faites mal. Donc Franck, on pourrait y avoir un problème si vous avez coupé effectivement les durites de frein. Vous dites, belle maman, je vous fais l'entretien de votre voiture et vous lui coupez malencontreusement les durites de frein. moi, ce que je vous propose, Franck, c'est d'écouter en replay cette émission très rapidement, prochainement, soit sur la page YouTube, soit sur le site internet, et vous le faites surtout écouter à vos amis qui vous ont induit en erreur. Oui. Ah oui, mais c'est le but. Non, C'est le but. vous êtes- De toute façon, je non, vous vous écoute êtes tout le tranquille. temps en replay. Ouais. Donc, Non, vous êtes bien assuré, rassurez-vous. Là, ouais. C'est le cas de le dire. Eh bien, on vous embrasse, Franck. Eh bien, merci beaucoup. Et merci Je vous souhaite Et puis à bientôt, bonne Franck, continuation. alors. Ouais. Merci de nous faire Merci, au revoir. confiance. Merci beaucoup. Bon samedi. Au revoir. Merci beaucoup. Anne-Mo qui nous pose une question sur Internet, sur la page Facebook. Avez-vous entendu la rumeur selon laquelle l'État envisagerait de créer une taxe kilométrique pour les véhicules électriques? Sur la page Facebook de Sud Radio. C'est une rumeur, donc. Ouais. Mais de toute façon, alors il va être des rumeurs, il y en aura de plus en plus, parce que à un moment, quand il y aura de plus en plus de voitures électriques et de moins en moins de voitures thermiques, vous avez vu ce que rapportent les taxes sur les carburants à l'État, ils vont pas se priver d'une manne de 800 millions d'euros, même plus que ça, je vous dis des bêtises là. Il faut que 40 milliards, j'avais en tête, moi. Non, Oui. je déconne. Non, mais, je rigole aussi. quelque part, la vérité doit être entre les deux. Ils vont pas se priver de ça. Je crois que c'est même plus que ça. D'accord. Et donc, à un moment, il faudra imaginer effectivement une taxe sur le kilomètre parcouru. Clairement. Bon, alors là, ça reste une rumeur. Il n'y a rien d'officiel sur ça. Donc, Anne-Mo, c'est une rumeur. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On continuera de lire vos messages et vos questions en direct. À suivre, l'essai de la semaine, l'Abarth 500. Ça, j'adore, l'Abarth 500E, on en parlera en détail. Et puis juste après, on reçoit Gérard Rolls pour son livre coécrit aux éditions Grunt avec son fils, entre autres, les 100 ans de légende des 24 heures du Mans. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et merci d'être à notre écoute et avec nous tous les samedis matins, mais toute la semaine également avec Sud Radio et particulièrement pour On Parle Auto. Aujourd'hui, spécial 100 ans, le centenaire des 24 heures du Mans avec un rendez-vous à ne pas louper. Non, pas votre, non, parce qu'on sait que c'est votre anniversaire, Ouais. mais vous avez quoi, vous, 26 ans que vous faites de la radio, c'est ça? 30 ans comme la victoire au Mans de Éric Hellary. Que nous allons recevoir. Pilote Peugeot 905 à l'époque, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler évidemment des forces en présence. Alors, moi je trouve ça exceptionnel parce qu'on a 2 Ferrari aux 2 premières places des essais. Ensuite, on a une Toyota et puis après on a les Porsche. Alors, les Peugeot sont un petit peu plus loin, mais on verra avec Eric comment ça va pouvoir se jouer. On revient vraiment dans les grandes années des 24 heures du Mans. En plus, la pluie va sans doute redistribuer les cartes. C'est vraiment une course passionnante. Ouais, on va prendre le temps de vous faire vivre cela aussi ce matin. Je vous rappelle que dans moins de 10 minutes maintenant, nous serons en direct avec Gérard Rolls qui viendra nous parler de ce livre 100 ans de légende, qui est un livre absolument sublimissime aux éditions Grunt. Mais pour l'instant, nous prenons Grunt. On prend, c'est marrant, j'arrive pas à dire Grunt, moi, c'est pas naturel dans ma bouche. On prend le volant de l'essai de la semaine avec l'Abarth 500E. Oui. Alors, la Fiat 500, vous savez que désormais, elle est 100% électrique. Voilà. Or, les déclinaisons Abarth sont des évolutions sportives des modèles Fiat. Il est donc logique que la nouvelle Abarth sur base de Fiat 500 soit aussi un modèle 100% électrique. Bon, le paradoxe, c'est que les Abarth, les anciennes, s'appelaient 695 avec un moteur essence turbo, étaient surtout appréciées pour le caractère impétueux de leur mécanique et la sonorité, on va dire, très italienne de leur échappement clair. Bon, ça pétaradait, c'était génial. Bon, on se dit qu'avec le moteur électrique, quelque part, on va perdre l'ivresse. Bon, cela dit, le flacon reste très attrayant. C'est la même ligne que la Fiat 500, un peu plus virile, avec des pare-chocs différents, avec des grandes roues
de 18 pouces avec des coloris plus voyants. Alors j'aime bien les noms des coloris. Hein. Vous avez vu que c'est un scorpion, le logo, c'était le signe astrologique puisqu'on parlait de Carlo Abarth qui avait fondé la marque. Voilà. Très bon. Mais vraiment, je vois pas qui peut être né à cette période. Donc là, vous avez la voiture qu'on voit, c'est le bleu poison. Vous avez aussi le vert acide et le noir venom. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est le noir venin. Donc des coloris avec des noms chatoyants. 2 carrosseries disponibles, un coupé, un cabriolet. Ça reste une voiture compacte, 3,67 m de long. Évidemment, le coffre reste petit, 185 litres. Hein, c'est pas pour partir en vacances. Les places arrière aussi sont à réserver à des enfants ou des adultes. Pour des courts trajets, des adultes. Non, pour des courts trajets, ça va quand même. Ah ouais. Bon, en revanche, c'est vrai qu'on est super bien installé à l'avant. En plus, cette version haut de gamme, c'est la finition Turismo, profite de beaux sièges qui sont des sièges baquets, qui sont recouverts d'Alcantara. Vous avez aussi un volant qui est réglable en hauteur, en profondeur, grâce à la nouvelle plateforme électrique. Et ça, c'est beaucoup mieux que sur les anciennes Abarth thermiques. La planche de bord est aussi habillée d'Alcantara. La présentation, c'est celle de la Fiat 500e. On s'en plaindra pas, c'est joli, c'est fonctionnel. On a 3 modes de conduite qui sont disponibles sur cette voiture. Turismo, Scorpion Street et Scorpion Track. Je vous explique plus loin comment ça marche. Même moteur, même batterie que la 500e. Ça sert à quoi? Alors, batterie 42 kWh. En revanche, le moteur fonctionne avec une tension plus élevée. Il développe donc plus de puissance. 155 chevaux, 235 Nm. Et là, je vous invite, pour l'originalité, à aller voir la vidéo, puisque le son est important. Vous allez me dire, c'est une voiture électrique, il n'y a pas de son bassi, parce que Abarth a mis un subwoofer avec un ampli de 100 watts à l'arrière de la voiture. Et donc, on a le son d'un moteur thermique, en fait. On peut déconnecter, mais c'est un petit peu fastidieux. Un bouton aurait été bien. Bon, première surprise au volant, c'est le confort. Alors, c'est ferme, hein, attention. Ouais, c'est une Fiat. Hein. Voilà, c'est ferme, mais par rapport aux anciennes 695, c'est hyper confort, parce qu'avant on perdait les plombages, les vertèbres, on perdait un peu tout, quoi. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. En position Turismo, pour rouler gentiment, on dispose de 135 chevaux, 220 Nm. Ça suffit pour offrir de bonnes accélérations. On a surtout le système One Pedal qui est actif. C'est quoi? C'est que quand vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture ralentit jusqu'à s'arrêter. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ou rarement la pédale de frein. C'est aussi le cas sur la fonction, sur le réglage Scorpion Street, mais cette fois avec la pleine puissance, donc les 155 chevaux. Perso, moi je préfère la position Scorpion Track avec les 155 chevaux. 235 Nm de couple et puis un frein moteur modéré. Là, on a les performances maxi. 0 à 50, 2 secondes 9, hein, ça pousse pas mal. Ça pousse bien. 0 à 100, 7 secondes. Mais là, pour faire les 7 secondes, il faut au minimum 90% de charge de la batterie. Au-delà, vous allez rajouter quelques dixièmes, ça compte pas beaucoup. Alors, avec la batterie de 42 kWh, on annonce, Abarth annonce 253 km en cycle WLTP. Sur la route, j'ai fait 15,7 kWh au 100 de moyenne, donc ça correspond exactement à ça. Évidemment, si vous faites de l'autoroute, ça consommera plus. Et puis, j'ai eu la chance de faire des tours sur la piste d'essai de l'UTAC à Mortefontaine et de tester la voiture, alors pas au maximum, mais pas loin. Et c'est une voiture qui offre vraiment une belle vivacité malgré les 1335 kg. Pourquoi? Parce que le centre de gravité est très bas, les voies sont élargies par rapport aux anciens modèles et ça reste une voiture très vive. D'ailleurs, en Italie, les pilotes d'essai tournent plus vite avec la version électrique qu'avec la version thermique sur la piste d'essai de Balocco. Ceux qui disent on peut pas s'amuser avec une voiture électrique, mettez vos fesses dans un engin comme ça et vous verrez qu'on peut vraiment s'amuser. Bon, à part un truc, c'est que la vitesse est limitée ici à 155 km/h, donc vous pourrez pas faire de grands excès de vitesse sur autoroute. Recharge 11 kW en courant alternatif, 85 kW en courant continu. Ça ne sera pas une voiture pour faire des grands trajets. Ça sera plus une voiture urbaine ou à la campagne éventuellement. Tarif enfin pour finir. Alors ça c'est la version super haut de gamme en cabriolet à 44 300 €. Mais la Abarth 500e démarre à 36 900 €. Vous pouvez retirer 5 000 € de bonus écologique. Ce qui est important, c'est qu'elle est 1 500 € plus chère avec un équipement supérieur à une Fiat 500e. Franchement, ça vaut 1 500 € de plus, quoi, pour le plaisir qu'on prend au volant.
Merci. Bon, c'est pas le paf, machin dans le temps, mais en termes d'efficacité, ça reste vraiment très bien. Bon, merci de cet essai que vous retrouvez d'ailleurs dans sa totalité en version longue sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes déjà maintenant plus de 800 000 à nous retrouver régulièrement. Nous sommes ravis d'agrandir la famille avec vous. Tiens, d'ailleurs, pour le fait, et à cause de vous, on va vous gâter. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Je vous rappelle que nous vous offrons ce matin des places pour aller vivre ce week-end prochain, le Grand Prix Camion. Ça va se dérouler le 17 et 18 juin 2023 sur le circuit de Nogaro. Alors pour gagner ces places... on appelle. Tout simplement. Parce que c'est pour le 18 juin, donc on appelle. Très en forme. On sent que c'est votre anniversaire, monsieur Jean-Luc Moreau. 0826 300 300. Allez, on va dire le 3e appel gagnera 2 places. Voilà, on va offrir à chaque fois 2 places pour aller vivre ce Grand Prix Camion combien 0826 300. C'est créé en 94 le Grand Prix Camion. Donc il fête non pas ses 100 ans, 0826, mais ses 29 ans cette année. Allô. C'est Jordan qui vous accueille au standard de Sud Radio. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Voilà, et je vais tout simplement faire ma vendeuse de téléachat, même si je ne suis plus sur une célèbre chaîne, puisque c'est comme ça. Voilà, regardez, je vous montre le livre dont on va vous parler. Ouais, mais Laurence, la différence par rapport à ce que vous faisiez en téléachat, c'est que là, les gens qui ont acheté le bouquin, ils l'ont déjà noté, il a 5 sur 5. Regardez ce livre. Et franchement, nous, on a jeté un œil dessus ce matin, là, et il est vraiment magnifique. Allez, on accueille tout de suite l'un des auteurs de ce livre. Il s'agit du non moins célèbre Gérard Holz. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour, mais c'est un plaisir de vous avoir. Évidemment. Bon, Gérard. Alors, une précision, l'ami Jean-Luc, c'est que c'est un livre qui est co-signé avec Julien Holz, Denis Bernard et Basile Davoine. Comme ça, on met à César, on met ses lauriers sur tous les Césars. Oui, alors avec Julien, votre fils, vous faites, c'est votre 11e bouquin, c'est ça ? Exact. On a commencé une collection chez Grunt avec le Tour de France. Ça s'est tellement bien vendu. On a vendu à plus de 40 000 exemplaires. Qu'ensuite, on a fait le rugby, on a fait les Jeux Olympiques, on a fait le sport au féminin. Et là, on a fait les 24 heures du Mans et ça marche. Et c'était une collaboration avec la CO, non ? Il y a un travail... Exactement. C'est le bouquin officiel de l'Automobile Club de l'Ouest. Et c'est une sorte de Bible qu'on a écrite pendant presque 6 mois avec Denis Bernard, Basile Davoine et mon fils Julien. Ouais, c'est 6 mois de boulot d'aller chercher. Par bonheur, la CO nous a aidés en sortant leur documents. L'iconographie, ouais. Il y a combien ? Il y a 400 photos dans le livre. Exact, Jean-Luc. C'est vraiment magnifique. C'est super beau. Alors moi, on revient aux origines en plus. C'est ça. Mais ce que je voulais préciser, Jean-Luc, c'est que l'on soit passionné comme vous et comme Gérard de cette course ou de l'automobile en général ou pas, c'est un livre patrimoine. En fait, c'est un livre qui est tellement bien fait que il est super intéressant. On peut le grignoter comme on a envie. Et quand je dis que c'est un livre patrimoine, c'est que c'est vraiment comme tu le disais, la Bible. Tiens, je te le passe. Il est très lourd. Je sais pas combien de kilos il fait. 2,6 kg. Ah, c'est magnifique. Mais c'est un livre magnifique, Gérard. Moi, j'ai pris un pied à le regarder. C'est vraiment ces livres qui nous donnent envie d'en savoir plus sur un événement. Bravo. Bon, là ce matin au circuit, on a eu des courageux qui sont venus, courageux parce que on est allé très tôt, qui ont acheté le bouquin et qui ensuite l'ont mis dans des sacs à dos. Ils l'ont passé les 24 heures du Mans, tout le week-end avec les 2,6 kg dans le sac à dos. Et on les a félicités au fur et à mesure des signatures parce qu'on faisait et on continue aujourd'hui d'ailleurs à la librairie Doucet à l'intérieur du centre-ville de faire des signatures pour ce bouquin. Ouais, c'est bien. Alors, mais pourquoi le Mans ? Parce que unique au monde, voilà. Bon, il y a Indianapolis, d'accord. Il y a Monaco, d'accord. Mais parmi les grandes courses dans le monde, il y a avant tout Le Mans. Le Mans, c'est tradition, 100 ans. Cette année, 1823-2023. 1923, un peu. Oui, 1923. Non, vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que avant-hier, on a terminé notre bouquin sur le rugby avec mon fils, avec Julien, et qui a été créé en 1823. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Bon, voilà. Vous savez que Sud Radio, c'est la chaîne du rugby, donc il faudra peut-être venir en parler également quand il va sortir. Ça serait bien, surtout qu'il y a un gros rendez-vous cet après-midi pour le top 14. À 17h. Ouais, j'ai regardé hier soir. Bravo à Toulouse. Je suis déçu pour le Racing, mais bon. Mais Toulouse, après une demi-heure un peu de bafouillage de rugby, ils allaient trop vite. Ils confondaient vitesse
vitesse et précipitation, et ensuite ils se sont bien organisés autour de Dupont et Ntamak, extraordinaire, avec le bel marque un essai extraordinaire. Gérard, on va vous prendre tout le temps. Vous devriez essayer de faire de la télé et de la radio, je ne sais pas pourquoi, c'est une idée comme ça. Il faut venir au Rugby Club de Paris, où je suis aussi, si vous avez envie un jour. Donc pour revenir au Mans, donc pourquoi le Mans est une course vraiment à part? D'abord parce que ça dépasse la course. C'est une immense fête populaire. On a vécu vendredi, par exemple, la parade des pilotes dans le centre-ville, plus de 300 000, entre 250 000 et 300 000 personnes qui viennent parler aux pilotes, recevoir les petits cadeaux, faire des photos, faire des selfies. Il se passe toujours quelque chose sur la piste, mais en dehors de la piste aussi. Et c'est ça qui fait que il y a une énergie aux 24 heures du Mans avec cette année. Mais il y a mais cette année c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je regrette que nous on ne soit pas sur place, mais c'est vrai que on revit les grandes années des 24 heures du Mans. Moi, tout le monde a le sourire. Et les Anglais, les Allemands, hier soir on était avec des Sud-Africains, tout le monde a le sourire, tout le monde a envie de participer à cette énorme fête. Et comme je le dis, moi j'ai été envoûté par le Mans. Et assez tardivement d'ailleurs, vous, dans votre carrière, Gérard, 96, parce qu'avant, moi, mes sports c'était ski, pour les commentaires, j'entends, ski, vélo, tennis. Bon, et puis un jour il y a eu quelqu'un ne pouvait pas aller au Mans et pouvait pas aller sur les rallyes. Et j'ai levé le doigt comme d'habitude, je lève tout le temps le doigt. Pourquoi? Pour voir la vitesse du vent? Oui, non, pour dire moi je suis partant. Oui, vous avez raison. Tout le temps. Tout le temps, mais je suis pareil que vous, moi. Bon, la passion de la compétition, puis la passion de découvrir. Du partage avec tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. C'est le mot-clé, le partage. Et là, on me le renvoie maintenant. Là, je me balade au Mans et on me dit merci Gérard, parce qu'on a partagé des choses pendant des années ensemble. Donc moi, j'ai été envoûté par le Mans, et j'ai été envoûté par le son, par les parfums. Je suis très sensible aux parfums. Lorsque je fais du vélo, la lavande, le romarin, les choses comme ça. Bon, et là, c'est que quand on arrive au Mans, c'est barbe à papa, merguez, les carburants, l'huile, et puis le son, le rock'n'roll le soir pendant la nuit, les différents moteurs. J'ai un souvenir. Alors, excusez-moi, parce qu'il faudra qu'on vienne aussi un peu sur votre île. C'est très vivant. C'est très vivant, mais c'est juste parce que les gens qui n'ont pas vécu, Gérard, le Mans façon camping ou façon publique, voilà, c'est une grande fête populaire. Il y a des concerts toute la nuit. C'est pour ça que vous parliez du rock. Voilà, il y a des gros concerts tout le temps et c'est génial, quoi. Alors, est-ce que vous avez découvert des événements particuliers qui vous ont marqué en écrivant ce bouquin, des petites histoires, parce que c'est ça qui est croustillant. Des petites et des grandes histoires. Moi, j'ai été marqué. Alors d'abord, je pense qu'on a tous des images par rapport à des grands événements. Vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez quand l'équipe de France a gagné en 98, par exemple. Comment vous l'avez vécu, ça? Le Tour de France, les 8 secondes de Fignon. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était d'abord le départ en épi, ce qu'on appelait le départ en épi. Quand tous les pilotes étaient d'un côté de la piste, et traversaient la piste en courant. Voilà. Et en 69, ça m'a beaucoup marqué. En 1969, il y a un type beaucoup plus intelligent, qui a marché, qui est Jackie Hicks. Jackie Hicks s'est dit, il y en a marre de partir sans boucler la ceinture de sécurité. Il y a eu des accidents et il y en aura encore. Et donc, puis il y a même des pilotes qui ont fait plusieurs tours sans arriver à fermer la porte en 66. Sans mettre le harnais et sans fermer la porte. Et donc Jackie a dit, moi j'en ai marre, je marche. Et non seulement il a marché, donc il est parti dernier, mais il a gagné cette année-là. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, lorsque j'étais à l'antenne, parce que j'ai dû faire les commentaires et la présentation pendant une douzaine d'années, l'envol des Mercedes en 1999. Dans la ligne droite, c'était spectaculaire. Oh là là! Au bout de la ligne droite des Hunaudières, il y a une première Mercedes qui s'est envolée comme un engin, quoi, comme un engin volant, comme un planeur. Et je me suis dit, mais où il va? Il est sorti, il est passé au-dessus du rail de sécurité. Donc moi, ça c'est le genre de truc qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Gérard, il nous reste à peine une petite minute. Parlons de ce livre exceptionnel, 100 ans de légende, avec à l'intérieur des dossiers. On commence par la fin. On peut le trouver ou il coûte combien? 48 €, je crois, mais c'est vraiment un très gros livre. C'est un livre magnifique. 49 €. Donc, si vous êtes dans le centre-ville, et en particulier au Mans, si vous venez pour les 24 heures, on va vivre l'affaire. On peut le commander chez Grunt. Dans le centre-ville, qui est une merveilleuse librairie. Et sinon,
à la boutique officielle, dans le circuit, à l'intérieur du circuit. Au dehors du Mans, on peut le trouver évidemment en le commandant toutes les librairies, chez son libraire. Une dernière question, comment vous avez travaillé pour récupérer autant les archives que les documents de Donc on a travaillé un peu comme les Beatles, c'est-à-dire on était 4 donc. Denis, Bernard et Basile, eux, se sont occupés de la partie mécanique, les moteurs, l'évolution, etc. Julien, lui, c'était plutôt toutes les anecdotes et les chiffres. Il adore, mon fils, se plonger dans les petites histoires. C'est lui qui a trouvé l'histoire du champagne. Pourquoi le champagne a explosé en 1967 ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas réfrigéré la bouteille. Quand Gurney gagne, il explose la bouteille et ça a donné une idée à Moët & Chandon ensuite de le faire. Et moi, je me suis plutôt occupé des portraits et des interviews. Voilà, les Jacques X, les Pescarolo, entre autres. Voilà. Bon. Gérard, je sais que vous habitez dans le sud et je sais que vous avez une pièce de théâtre en cours. Oui. Mais vraiment, je voudrais que vous nous fassiez une promesse, c'est de venir nous retrouver sur Sud Radio, peut-être à partir de la rentrée, au moins une fois dans l'émission On parle auto, pour parler de cette passion du sport mécanique que vous avez, nous raconter toutes ces histoires, même si l'anniversaire des 100 ans sera passé. Ouais, bon, avec plaisir. Un samedi matin. Envie, par exemple, de parler de karting, en ce sens où je prône un circuit de karting, passage au karting quand on passe son permis de conduire pour les jeunes, pour apprendre à freiner et pour apprendre ce que c'est qu'une trajectoire, par exemple. Très bonne idée. On prend rendez-vous et vous resterez le week-end à Paris. D'accord. Exceptionnellement. Je vous le demande. Merci Gérard. Et quand femme veut, Dieu merci veut. Jean-Luc, merci Laurent. Merci Bonne à vous journée, Gérard et bon événement. Le livre s'appelle 100 ans de légende, c'est aux éditions Grunt. C'est un très gros et beau livre. Vraiment, ne vous en passez pas. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants avec l'une de vos questions, puisque vous arrivez également au 0826 300 300. Je crois que c'est Damien qui veut nous poser une question, l'ami Jean-Luc. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on continue évidemment avant midi de vous donner la parole. Après midi jusqu'à 13h, spécial 100 ans des 24 heures du Mans. Mais pour l'heure, on accueille Damien qui a composé le 0826 300 300. Vous également, n'hésitez pas à faire ce numéro. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors bonjour Laurence. Déjà, je vais commencer avec un petit. Je me suis fait accompagner. Regardez. C'est bien YouTube, on trouve plein de choses quand ça marche. Voilà, joyeux anniversaire Jean-Luc, c'est fait. Comme ça, on n'en parle plus. Bon anniversaire Jean-Luc, vous êtes incroyable. Merci Damien. Super. Vous êtes topissime tous. Ah là là, c'est incroyable. Bon alors, on vous écoute parce que sinon après on n'aura plus le temps de répondre à votre question. Alors j'avais une petite question qui concerne moi et plein de gens qui ont une petite voiture électrique. Oui. Donc j'ai une petite Kangoo 60 chevaux en automatique dans le cadre de mon travail. D'accord. Il m'arrive de faire 2 km en électrique comme il m'arrive d'en faire 20 à la journée. Et la question est, pour tous les gens comme moi qui font des petits trajets, quelle est la meilleure attitude à adopter pour recharger la batterie? Eh ben, c'est une excellente question et ça ne va pas servir que à tous ceux qui ont des voitures électriques, ça va servir à tous ceux qui ont un téléphone portable, puisque c'est la même technologie de batterie. Donc alors déjà, on ne recharge jamais à 100%. Enfin, jamais. Attendez, je vous explique. On ne recharge la grande majorité du temps jamais au-delà de 80%. Même pour mon téléphone. Même pour votre téléphone. D'ailleurs, sur votre téléphone, normalement, si vous allez dans les fonctions, vous verrez que préservation de la batterie, ça charge à 85% en général. Donc vous chargez votre voiture jamais à 100%, vous pouvez le programmer. Programmez-le. Vous chargez. En goût, je programme pas, moi. C'est un chargeur de 230 volts. Oui, mais mais si vous allez dans les menus de la voiture, il doit y avoir une possibilité de programmation. Ah ben, je vais chercher. Vous chargez pas à 100%, c'est la première chose. Vous chargez à 100% une fois, on va dire toutes les 5 ou 10 charges. Pourquoi ? Parce que là, vous savez, il y a plusieurs. C'est comme des petites piles qui sont dans la batterie. Ça s'appelle des cellules. Et en fait, les cellules ne vieillissent pas toutes de la même façon. Parce qu'il y en a qui ont plus d'impuretés que d'autres. Donc elles vont s'abîmer plus vite. Vous avez un système de gestion électronique qui doit équilibrer l'énergie dans ces cellules. Donc il y a un moment, il faut charger à 100% pour rééquilibrer les cellules. Donc vous faites de temps en temps une charge à 100%, mais le reste du temps, vous ne chargez pas complètement. Voilà, surtout, c'est pas la peine de la charger tous les soirs. Voilà, c'est pas la peine de la charger tous les soirs. C'est pas la peine de la charger tous les soirs. Si vous faites 2 km, c'est pas la peine de charger la voiture.
En revanche, il vaut mieux ne pas décharger la batterie en dessous de 20%. C'est-à-dire éviter, bon évidemment si vous avez beaucoup de kilomètres à faire, vous allez charger à fond et vous allez décharger au maximum la batterie, ça c'est clair. Mais il faut éviter de le faire trop souvent. Hein. La décharge profonde est quelque chose qui abîme beaucoup les batteries lithium-ion. Donc pas de décharge profonde, pas de charge complète. Si vous devez faire une charge une fois par semaine, c'est largement suffisant plutôt qu'une petite charge tous les soirs. Oui, parce que là, par exemple, je suis parti vendredi du travail, je l'ai laissé charger et tout le week-end elle va charger, je vais la débrancher lundi matin. Donc, mais de toute façon, non, mais avec les chargeurs modernes, il n'y a pas de souci. Votre voiture, une fois qu'elle a atteint la charge maxi, ça ne va pas faire chauffer la batterie. C'est ce qui se passait autrefois, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc vous pouvez laisser en revanche la batterie chargée, la voiture branchée, ça ne va pas l'endommager. Mais pensez à regarder, alors sur le Kangoo, j'avoue que je ne sais pas, mais la 2013, le Kangoo, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore toutes ces options. C'est possible qu'il n'y ait pas ça, mais pour les gens qui nous écoutent, qui ont d'autres véhicules électriques, vous pouvez programmer le niveau de charge de la batterie. D'ailleurs, Tesla, qui reste quand même le premier constructeur de voitures électriques au monde, dans son carnet d'entretien, précise bien qu'il ne faut pas charger au-delà de 80%, sauf cas exceptionnel. Voilà. Ça marche. Eh ben super. Merci. Damien, vous habitez où, vous ? C'est le problème, Laurent, ça va situer tout de suite, pas loin de Chinon. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Donc je rebondis parce que vous parlez sur les 100 ans du Mans, mais le 23, 24 et 25 juin, il y a les centenaires du Grand Prix de Tours c'est vrai. Du quoi ? Chinon. Du quoi ? Il y a le Chinon classique. Le Chinon classique. J'y étais l'année dernière. Chez vous ou Chinon alors ? Ouais. Pardon. Eh ben, le Grand Prix de Tours, ils le font plus et c'est décalé à Chinon maintenant. D'accord, ok. Ouais. Bon. Voilà. Je l'ai fait l'année dernière. Moi, le problème, c'est que c'était très arrosé, mais malheureusement avec de l'eau. Ouais. Non, mais c'est Chinon, effectivement. Bon, super, Damien. Donc, on rappelle, c'est le week-end du 22 juin, c'est ça ? Oui, c'est ça, 23, 24 et 25 juin, voilà. les 100 ans du Grand Prix de Tours de base qui se fera cette année à Chinon. À Chinon, super. Bon, on en parlera dans l'émission alors. Ok. Chinon, vous pouvez passer votre chemin. On vous embrasse. Allez, à suivre. Aussi, bonne émission, merci. On va continuer évidemment. On parle auto. Vous l'avez remarqué ce matin. Pour changer, eh bien, nous sommes d'une humeur très festive parce que c'est aussi l'anniversaire de l'ami Jean-Luc. Vous êtes nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On vous en remercie. On a Jo qui dit pourquoi ne pas trop charger la voiture le soir si un imprévu survient le lendemain, grosse distance à parcourir par exemple. Oui, si c'est un imprévu, on peut pas le prévoir par définition. Mais non, il vaut mieux. C'est comme votre téléphone, je vous dis. Si vous pouvez le charger à 100% en disant ça se trouve demain j'en aurai besoin plus, mais vous allez hypothéquer la durée de vie de la batterie. Et Stéphane qui dit pour régénérer certaines batteries, il faut faire des cycles charge-décharge, non ? Alors non, ça c'est plus le cas avec les batteries lithium-ion. Okay. Non. Voilà, donc vous avez pas mal de questions. Vous n'hésitez pas, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, votre question et vos coordonnées, ou vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300 ou vos questions sur Facebook. Je les poserai à l'ami Jean-Luc pour vous. À suivre, le rappel de l'actualité sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et oui, c'est son anniversaire, c'est pas celui de sa mère, c'est l'anniversaire de Jean-Luc. C'est l'anniversaire de 24 heures du Mans, les 100 ans. Oui, mais c'est le vôtre aussi. D'ailleurs, on va commencer comme ça. Vous avez un nombre de messages sur la page Facebook de Sud Radio, Jean-Luc, assez incroyable. Il y a plein de gens qui vous souhaitent un très bon anniversaire. Redouane, par exemple. Merci à tout le monde. Merci, Jo aussi, qui est là, etc. Allez, on va revenir à nos moutons. Notre émission 100 ans pour la centenaire des 24 heures du Mans. L'heure est vraiment que pour ça. Oui, on va parler sécurité, parce que vous savez que les 24 heures du Mans ont apporté beaucoup d'innovations en matière de sécurité. D'ailleurs, la course, c'est un véritable laboratoire d'innovation, de tests technologique, exactement. Donc on va en parler aux pneus, on va en parler à sécurité, on va en parler à tout niveau. On va parler environnement et puis on fera un point après sur la course. Et à la fin de l'émission, on reçoit un des anciens gagnants. Hein, oui, qui fête aussi un anniversaire. Il a gagné à 30 ans sur une Peugeot. On espère que Peugeot va rééditer cette année. Et c'est monsieur Eric Hélary. Voilà. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au sujet. Vous avez des questions sur les 24 heures du Mans et le centenaire, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 ou les poser directement sur la page Facebook de Sud Radio. Vous voulez partager votre passion des 100 ans du Mans en général et des 100 ans en particulier, vous nous rejoignez aussi 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto.
et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et pour bien démarrer cette deuxième heure, nous recevons l'ancien directeur du circuit qui est aussi un historien de l'Automobile Club de l'Ouest. Il s'agit d'Hervé Guillaumard. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour à vous. Ça va? Bien. Quelle ambiance? Quelle ambiance au Mans, tiens. C'est une marée humaine qui prend d'assaut le circuit des 24 heures. Ah Il y a plus de 300 000 personnes attendues publiques. Ah, je pense qu'on va battre les records aujourd'hui, effectivement. Mais le temps est un peu chafouin, on va dire. Ouais, il va pleuvoir, quoi. Dites-le, allez. Il tombe quelques gouttes déjà. Alors, on va juste dire peut-être, Jean-Luc et Hervé, que tous ceux qui n'ont pas leur place, n'y allez pas. Vous ne pourrez pas avoir accès au circuit. Il faut vraiment avoir sa place, sinon vous allez vous faire envoyer dans les 15 mètres. C'est un guichet fermé, là, maintenant. C'est ça. Ouais. Bon, les 24 heures du Mans, on va revenir aux origines. Ça a été créé à l'origine pour éprouver la résistance et la performance des voitures. En 1923, l'idée c'était ça, c'était des voitures de série, Hervé, qu'on mettait sur une piste qui était, elle était très longue, plus de 17 km de long. Voilà, c'était le vœu des créateurs, c'était ça, c'était de faire un banc d'essai, un laboratoire à ciel ouvert pour des voitures strictement de série sur un circuit routier et sur 24 heures pour représenter la vie d'un kidam moyen. Bon, en plus, alors, ça va peut-être être le cas lors de cet anniversaire. En 1923, il a fait un temps pourri, il a grêlé, il a plu, et donc les organisateurs ont décidé, pour éprouver aussi le maniement des capotes, les années d'après, d'obliger les voitures à s'arrêter et à capoter. Il s'arrêtait même pas, c'était le premier geste. Il s'arrêtait pas. À partir de 1925, quand il commençait à traverser la piste en courant, la première chose à faire, c'était de monter la capote pour un minimum de tours ou de temps. Bon, il y a eu beaucoup d'innovations en matière de sécurité au Mans. On a inventé, par exemple, le revêtement routier. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Entre 1925 et 1929, l'Automobile Club de l'Ouest s'est battu pour faire admettre par l'État, en fait, le ministère des Transports et le ministère du Budget qui payaient les routes, que la méthode employée pour goudronner le circuit du Mans était bien plus économique que la méthode employée pour l'État. L'État, à l'époque, dépensait une somme colossale pour 800 km de goudron par an. Et en fonction de ce que faisait le circuit du Mans, on est passé à 40 000 km pour le même prix à partir de 1930. Ah oui, effectivement. Donc alors, on peut dire, alors ceux qui tirent à boulet rouge sur des événements comme les 24 heures du Mans en disant ça sert à rien, on est bien d'accord que l'histoire de l'automobile elle est intimement liée à ça, parce que là on parlait du bitume, mais il n'y a pas eu que ça. L'éclairage par exemple routier, on le doit aussi un petit peu aux 24 heures du Mans. Absolument. Dès les premières 24 heures, il y avait des bouteilles de gaz d'acétylène dans les virages difficiles avec des projecteurs qui éclairaient la piste. Bon, pareil, les bandes jaunes par terre. Alors, dans le jeu, date de 1932, la bande médiane date de 1932, et auparavant, donc on a eu en 25, on a eu également 26, pardon, l'invention du phare anti-brouillard. Il est né pour l'humanité, il est né au Mans à cause d'un petit ruisseau d'1 mètre de large, mais c'est quand même lui qui a été l'élément déclencheur. En 27, et c'est probablement la découverte la plus importante dans l'histoire de l'humanité pour la sécurité routière, c'est la traction avant. Qui a été inventée par Grégoire. Et cette voiture, par son concept, elle a sauvé des millions de vies humaines depuis. D'accord. Une voiture qui a couru. Donc on était encore sur des véhicules qui étaient quoi, des voitures purement de course ou des véhicules de série qui étaient adaptés à la course? Non, c'était encore des voitures de série adaptées à la course. D'accord. Jusqu'à la fin des années 20, on peut dire que c'était des voitures plutôt voitures de série, mais on avait encouragé dans le règlement les concepteurs à améliorer chaque année leur modèle. Alors, d'habitude, quand on parle de la traction avant, on pense à la traction avant Citroën. Là, c'était bien antérieur. La traction avant Citroën, c'est quoi, 34, c'est ça? 34, exactement. En fait, ce sont les brevets de Grégoire que Citroën a achetés pour en faire une voiture qui a été une voiture les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité automobile. 7 ans avant, 1927. Elle s'appelait comment cette voiture traction avant qui a couru le Mans? La Tracta. La Tracta, bah oui. Alors l'histoire est incroyable, c'est que le matin des 24 heures, il est accidenté, notre ami Grégoire. Ils sont hospitalisés avec son coéquipier, le coéquipier est dans le coma, donc il reste à l'hôpital, mais Grégoire s'enfuit de l'hôpital par la fenêtre. Il vient au circuit avec un pansement sur la tête qui est énorme, et donc il découpe son pansement pour pouvoir emboîter son casque, et un quart d'heure avant le départ, il prend le micro officiel et il dit « Qui veut conduire avec moi aux 24 heures ?» Waouh. Et il y a un seul homme qui se présente, un mécanicien qui s'appelle Lemel, qui conduit pas bien d'ailleurs, qui fait qu'au bout de 2 heures, Grégoire va l'arrêter, il va prendre le volant, il va tellement rouler avec régularité toute la nuit que le lendemain vers 11 heures du matin, on lui confirme qu'il a fait assez de kilomètres pour être classé. Alors il s'endort dans la voiture au bord du circuit en disant
commissaires qui sont là, réveillez-moi à 3h30, l'arrivée est à 4h, je veux en être. Ah, c'est génial. Il finit à quelle place? Et il finit dernier. Il finit. Absolument. Ouais, alors moi j'ai lu, parce qu'il y a des histoires, on imagine bien que sur 100 ans de course automobile qui durent 24 ans, des 24 heures, des histoires incroyables, il y en a justement des centaines, peut-être même des milliers. J'ai vu que dans les bacs à sable, il y avait, parce que Le Mans a inventé aussi les bacs à sable pour éviter. On n'a pas inventé. C'est une des rares exceptions où c'est en fait la sécurité routière qui est venue nous apporter une solution. En fait, dans les descentes de col, partout dans les montagnes, il y a ces espèces d'échappatoires en cailloux comme ça pour les camions qui perdent les freins. Et finalement, on a adapté ça à nos voitures de course et ça a très bien fonctionné. Bon, alors après, il y a Teodoro Zeccoli. Je ne sais pas où j'ai trouvé l'anecdote. Un slip kangourou. Ouais, c'est ça. Slip kangourou. C'est extraordinaire. Non, mais il fait une température. Il fait 34 degrés. Il part dans le sable à Mulsanne, comme beaucoup, hélas. On a les appelés les naufragés de Mulsanne. Et il va être en slip à 4 pattes en train de pelleter sur sa voiture pendant des heures. C'est vraiment incroyable de voir les photos où on voit un gars en slip aux 24 heures avec une pelle à la main. C'est hallucinant. Il y en a un autre qui a pelleté, mais il était en costume et nos papillons. Ah oui, vous avez raison. Ça se faisait au Tertre Rouge, Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa, en fait, il faisait les 24 heures en costume 3 pièces avec 9 papillons. Et il est passé par-dessus le tas de sable au Tertre Rouge et lui, il n'a pas pelleté longtemps. Hein. Et plus près de nous. Plus près de nous, il y a les freins à disque qui ont été inaugurés aux 24 heures du Mans. Jaguar en 53. Les freins ont été créés par Dunlop et Jaguar, en les adoptant, a gagné le Mans 53. Et le carbone, c'était Formule 1 ou pas? Pardon? Le carbone? Alors, carbone, c'est 90 ici. Mais c'était au Mans. C'est une question C'est une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, on a oublié en 51 de signaler les pneus à cacasseur radial. On en parlera. Vous allez rester avec nous d'ailleurs. Vous avez un spécialiste. On va en parler avec Mathieu Bonardel, qui est le directeur de Michelin Motorsport. Je salue. Mais vous allez rester avec nous. Vous allez rester avec nous, Hervé. On va vous garder parce que c'est bien d'avoir cette mémoire vivante. Ouais. Vous avez été combien de temps directeur du circuit? 40 ans. Ah oui, 40 ans, oui. Et d'ailleurs, tiens, alors le circuit du Mans, le circuit des 24 heures, il a cette particularité d'être une route sur laquelle... C'est le téléphone. Oui, normalement, je devais l'avoir coupé. D'être une route sur laquelle on peut rouler dans l'année. C'est ça. C'est un des rares circuits du monde qu'on peut emprunter avec sa voiture de tous les jours. Des milliers de travailleurs qui couchent dans les 6 dortoirs au sud du monde, qui vont tous les jours par la piste la plus célèbre du monde travailler. Incroyable. Surtout la grande Grenaudière, là, c'est vraiment... Moi, j'ai eu la chance de le vivre 2 années de suite. Je suis allé vivre les 24 heures et en loge et sur le circuit. J'étais emmené partout, dont la nuit. Vous savez, vous avez les petits camions les petits bus qui vous emmènent quand vous avez la chance d'être journaliste comme ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la notion de l'incroyable course qui se joue tous les ans au Mans. Moi, j'ai raison. Qui a vu Le Mans la nuit a compris. Ah oui, vraiment. Moi, j'ai des souvenirs, alors de la victoire Mazda, mais pas parce que c'est Mazda qui a gagné, juste pour le bruit de cette voiture, un moteur rotatif. Il y avait pourtant des Jaguar V12 qui faisaient un bruit incroyable. Et moi, je commentais à l'époque pour M6 les 24 heures. Et quand la Mazda passait dans les Hunaudières la nuit, on avait l'impression que c'était un hurlement, un loup-garou. C'était un truc incroyable. Ça donnait j'avais les poils des bras qui se dressaient. C'était. Vous avez raison. Elle est là cette année. Elle a marché déjà hier. Elle a déjà faire tomber les oreilles de beaucoup de spectateurs hier et elle va recommencer à peu près dans un quart d'heure, elle va rouler à nouveau. On va continuer de parler évidemment du centenaire des 24 heures du Mans puisque c'est la grande thématique de notre 2e heure de On parle auto sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, restez avec nous, Hervé Guillaumard, vous qui êtes ancien directeur du circuit et bien sûr l'historien entre autres de l'Automobile Club de l'Ouest. Dans quelques instants, après la pause, nous allons recevoir Mathieu Bonardel qui est le directeur de Michelin Motorsport parce que les 24 heures du Mans ont aussi été un laboratoire des pneus de voitures de tourisme, celles que nous conduisons tous les jours. Et restez avec nous, vous qui aimez les courses en général et particulièrement, pourquoi pas, celles de camions, parce que vous avez un numéro à composer dès maintenant, 0800 26 300 300.
pour gagner des entrées, des places. On vous offre 2 places par personne. N'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 dès maintenant pour aller vivre le Grand Prix Camion qui va se dérouler le 17 et 18 juin prochain sur le circuit de Nogaro. Un seul numéro de téléphone à faire, 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio. Merci beaucoup d'être là avec nous. On continue d'évoquer les 100 ans, évidemment, des 24 heures du Mans, puisque c'est l'événement s'il en est, surtout lorsque l'on aime l'automobile. Et là, on va voir ce que ces 24 heures du Mans ont pu apporter aux voitures de tourisme. Côté pneus, on accueille Mathieu Bonardel, qui est directeur de Michelin Motorsport. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous allez me dire pourquoi Michelin. Moi je vais vous répondre parce que depuis 1998, 25 victoires consécutives au Mans. Voilà. Wow. Bon, voilà. Ok. Ça calme. Plein de records. 2011, record de longévité, 750 km à 240 km/h de moyenne. Enfin bref. Et puis surtout, des innovations qui sont apparues dès la première édition des 24 heures en 1923. Hein ? Ça va pas nous rajeunir, Mathieu. Non, alors j'y étais pas, hein, mais c'est sûr, c'est quand on regarde. Moi non plus. Hein. Quand on regarde les archives, hein, Michelin s'est inscrit très très tôt. A fait en fait toute la marque s'est faite sur l'innovation et c'est dans la culture de l'entreprise. Et même avant la première édition du Mans, on faisait de la compétition en vélo et avec des roues qui changeaient rapidement, mais en 1923, à l'occasion de la première édition du Mans, donc on a gagné sur une Shenare Walker. On était arrivé avec des innovations, voilà, des pneus qui étaient sur des roues démontables. Et ce qui est même aussi impressionnant, c'est de voir que Michelin, à cette époque, a déjà innové sur les pneus, mais au-delà des pneus, en ayant inventé le pit stop. Vous savez, les voitures qui s'arrêtent au même endroit, c'est une idée de Michelin de dire on va s'arrêter tout le monde au même endroit. Ah voilà, on était déjà en train de regarder au-delà du pneu à l'époque, donc et les fondateurs à l'époque étaient tellement passionnés de compétition qu'ils participaient même. Hein, les frères Michelin ont couru en 1905 sur une course célèbre. Donc c'est vous dire que toute l'entreprise était déjà s'appuyer sur la compétition pour innover et faire connaître au grand public ces innovations. Oui, alors les innovations, quand vous avez développé le brevet du pneu radial, qui est sans doute le moment où Michelin a pris son essor le plus important, vous avez décidé de prouver que finalement en compétition c'était bien aussi, et ce pneu radial a participé au Mans également en 1951, c'est ça, sur une Lancia ? Une Lancia, oui, c'est ça. Et en fait... la compétition sert soit à innover, c'est-à-dire qu'on introduit des technologies qu'on n'a pas encore mis ailleurs et on s'en sert comme un banc d'essai. Soit c'est une technologie qui a déjà été testée ou qui commence à être introduite dans le grand public et on va pousser les limites, on va l'améliorer et là il n'y a rien de mieux que la compétition pour faire ça. Donc le radial, comme vous dites, est apparu en 1946. Il commençait à sortir dans le grand public et là, la compétition était le meilleur endroit de regarder les limites. Que fallait-il faire pour rendre le pneu radial encore meilleur ? Eh bien, on est allé au Mans avec. Et on a appris beaucoup d'informations. Vous avez une compétition où les voitures vont faire, alors elles faisaient un petit peu moins à l'époque, mais aujourd'hui elles font 5000 km en 24 heures. Ouais. Michelin équipe presque 40 voitures, donc on a 40 voitures sur 62 au départ, hein, donc c'est quand même... 40 sur 62. Ouais, et ça fait près de 200 000 km, donc 5 fois le tour de la Terre qui vont être parcourus dans les 24 heures qui viennent. C'est énormément d'informations. C'est une super façon de valider nos pneus à vitesse grand V. Voilà. Ils ont des capteurs. Vous mettez des petits capteurs sur les pneus comme ça quand c'est en test ou comment vous récupérez ces informations à part l'usure Alors toutes ces voitures de course sont des concentrés de technologie. Elles sont bardées de capteurs. Okay. Qu'elles transmettent en temps réel au stand. Donc on peut suivre pendant que la voiture sur la piste, on peut suivre des tonnes de choses, que ça soit pour le pneu, la pression, la température, les charges des pneus. Mais vous avez évidemment des centaines, je vous dis, de capteurs sur les moteurs. Donc nous, on collecte tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Et après, on va pouvoir l'analyser pour voir qu'est-ce que le pneu a vécu. Et même, après, rebondir pour pouvoir utiliser ces données pour
concevoir, tester, simuler les pneus de demain. D'accord. Vous consommez, entre guillemets, combien de pneus là, sur les 24 heures? Michelin amène combien de pneus au total? Alors, on en amène 8000 pour nos 40 voitures, mais c'est parce que on est dans la Sarthe et on peut avoir 24 heures de pluie, 24 heures de temps très chaud. Donc bon, ça serait donc en fait on amène un large éventail en considérant que il faut être prêt à faire face à toutes les situations. Dans les faits, on va pas consommer tout ça, on va consommer un peu moins de 3000 si toutes les voitures sont vont au bout de la course. Mais je pense qu'il y aura des abandons, donc on sera probablement à 2000, donc un quart des pneus. Notre but n'est bien sûr pas d'en consommer le plus possible, mais le moins possible, c'est-à-dire en faisant le plus de kilomètres avec chaque pneu, parce que c'est un peu la philosophie de Michelin, c'est ne pas changer de pneu. Vous savez, au moment, quand on change pas de pneu, on gagne 20 secondes. Ouais. Et donc, nous, ça amène à la fois de la performance aux écuries, elles gagnent du temps, en fait, on change pas de pneu, et puis nous, ça nous fait du bien en termes d'innovation, c'est comme ça qu'on pousse les limites. C'est quoi les dernières innovations d'ailleurs apportées là ces dernières années et cette année? Alors, on est énormément, on utilise le Mans pour ce que c'est-à-dire c'est une course d'endurance. Donc, on essaie de faire à chaque fois l'équivalent d'un plein. Alors, un plein, c'est près de 200 km, 240 km avec chaque pneu, ça s'appelle un relais. Donc, on fait un relais de plus et on essaie de pousser là la distance, la longévité des pneus. Et pour ça, il faut bien sûr amener des différents types de matériaux, des structures dans le pneumatique, il faut les renforcer. Donc là, c'est énormément de différents types de composites, textiles, métalliques. Donc ça, il y a beaucoup d'innovations. Des innovations dans les matériaux, vous savez, les gommes qui vont recouvrir le pneu. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre de plus en plus de matériaux qui sont issus de biosourcés, issus de végétal en fait, de tournesol, des écorces de riz, etc. Donc des déchets végétaux ou des matériaux recyclés. Et de faire tout ça, parce qu'évidemment, c'est une compétition, sans perte de performance. Et donc ça, c'est notre challenge. Et c'est tout ce qu'on fait. Là, on a quelques prototypes qu'on a pu montrer ces dernières années en marge des 24 heures du Mans qui sont déjà au-dessus de 50%. Là, on présente 60% un pneu avec 60% de matériaux qui sont d'origine végétale ou recyclés. On utilise en course cette année plus de 30% sur nos pneus pour conditions sèches et plus de 40% de matériaux de ce type dans les pneus du Mans. Donc vous voyez, si ça va se déployer. Et ça c'est quand même un axe d'innovation majeur. Et tout ça, le faire sans évidemment que ça ait un impact ni en termes de performance en temps autour et en longévité. Et le but, c'est de faire plus de kilomètres. Mathieu Bernardet, que faites-vous des pneus qui sont usés, parce que vous dites en apporter 8000 Oui, non, mais on va en user 3000. Oui, mais alors du coup, vous en usez 3000, qu'est-ce que vous en faites après? Alors là, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ces pneus sont confidentiels. D'abord, ce sont des pneus qu'on récupère. Il y a tellement de savoir-faire dedans et de technologie que ça reste la propriété de Michelin. On ne sait quelque part que les traiter aux écuries, elles nous les rendent. Donc après, nous, on va aller les recycler quelque part. Aujourd'hui, la principale source de recyclage qu'on fait, c'est ces pneus servent quelque part de carburant, de combustible, comme dans les cimenteries ou dans le tas d'usines, ça remplace du pétrole et ça le fait d'une manière plus propre quand on fait l'analyse de l'impact de ça en CO2. On est bien évidemment, on cherche d'autres méthodes qui vont être encore plus nobles. C'est-à-dire le premier, ça peut faire des revêtements de route, c'est souvent une application des pneus recyclés. Mais notre Graal, et on le vise pour, je pense, donner-nous une dizaine d'années, mais c'est d'utiliser des pneus usés pour pouvoir les réincorporer dans des pneus de course. Comme ça, on boucle la boucle. C'est une vraie économie circulaire. Et ça serait c'est un challenge technique qu'on s'est mis. Il n'est pas infaisable. Il va nous falloir quelques années quand même. D'accord. Alors, il y a un nouveau pneu alors en anglais, on dit wet, que vous allez sans doute utiliser. Oui, ça veut dire on attend. Non, pas wait, wet mouillé. C'est un pneu pluie. Un pneu pluie que vous allez sans doute utiliser. Il apporte quoi, ce nouveau pneu? Alors c'est un pneu qui est plus polyvalent. Avant, on arrivait au Mans avec plusieurs types de pneus pluie parce que vous savez, au Mans,
il peut pas arriver au Mans sans pneus pluie. Hein. C'est le mois de juin, c'est le mois de juin en France. Il y a quand même il y a des orages et en fait on a tout eu là. Moi j'ai fait 15 éditions du Mans. On peut avoir d'une pluie diluvienne comme une averse très légère, comme de la pluie soutenue et donc il fallait une gamme de pneus pluie qui était assez conséquente. Et ben donc nous on tente de réduire le nombre de spécifications. Donc on arrive avec un pneu là qui va tout faire, donc qui est très polyvalent. Donc c'est son job là sur les 24 heures, c'est d'être capable de donner un niveau d'adhérence et sur plusieurs tours, qu'il pleuve beaucoup un peu et ça c'est pas une mince affaire parce que c'est un circuit de 13 km, vous pouvez avoir des zones qui sont humides et des zones qui sont sèches. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec notre nouveau pneu pluie qui va probablement être utilisé effectivement dans les heures qui viennent. Bon, on peut d'ores et déjà dire que vous allez afficher votre 26e victoire. Toutes les voitures qui peuvent prétendre à la victoire sont équipées en Michelin. C'est fort possible. J'aime bien ce genre de modestie. Je vous rappellerai que bon, les pneus c'est une chose, mais qu'il faut aussi des véhicules. On a une génération de nouveaux véhicules. Les hypercars sont quand même des voitures très récentes, que la fiabilité n'est pas forcément au rendez-vous pour toutes, donc il va y avoir des abandons. Qu'il y a quand même également, quand il y a de la pluie, il y a un certain pilote qui vont passer du temps à frôler les murs ou dans le gravier, donc il va y avoir aussi des accidents. Et donc on sait qu'il y en a 16 au départ, mais je peux vous garantir qu'il n'y en aura pas 16 à l'arrivée. Bon, j'ai quand même confiance, je pense qu'il y en aura au moins 3 qui seront en Michelin en tête. Mais en tout cas, bravo à toute l'équipe des innovations et de Michelin Motorsport. Et merci d'avoir accordé du temps à notre rendez-vous. On parle auto sur Sud Radio. Bon week-end et bon 24 heures, Mathieu. Merci. Merci, au revoir. Merci. Mathieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport. Dans quelques instants, ça fait partie de notre émission chaque samedi. Donc, on va en parler pour les 24 heures du Mans, la voiture et l'environnement. Et nous referons un point quand les 24 heures du Mans riment avec environnement avec Hervé Guillaumard, ancien directeur du circuit et historien de l'ACO. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et vous le savez, vous pouvez réagir dans notre émission, soit par la page Facebook de Sud Radio, puisque je lis vos messages en direct, soit au téléphone 0826 300 300, ou que ce soit pour l'émission d'aujourd'hui ou une prochaine, en nous écrivant un mail à jeparticipe@sudradio.fr, en mettant On parle auto dans l'objet du mail, et bien sûr, votre question, votre réaction et vos coordonnées. On parle d'environnement pour cette spéciale 24 heures du Mans, puisqu'on fête les 100 ans des 24 heures, et on retrouve Hervé Guillaumard, ancien directeur du circuit et historien de l'ACO, parce que les 24 heures, ça peut rimer avec environnement. Exactement, d'ailleurs je suis en train de... on va le montrer. 24 heures du Mans, une BD 100 ans d'innovation. On parle justement de ces innovations en matière d'environnement. Je vous aurais bien laissé dire le nom du dessinateur qui a écrit ce bouquin. C'est aux éditions Glénat ? Christian Papazoglakis. Voilà. Scénario Denis Bernard. Voilà. Papazoglakis. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des détracteurs, comme je disais tout à l'heure, de ce genre de course automobile qui disent oui, ça sert à rien, c'est un gaspillage inutile. Et en fait, je vais leur répondre, c'est un peu regarder l'épreuve par le petit bout de la lorgnette, parce que de tout temps, les 24 heures du Mans ont été un laboratoire d'innovation et ça continue par l'être. On va commencer par ça, Hervé. Le carburant, par exemple, est un carburant bio aujourd'hui. Ah oui, complètement. Il y a absolument zéro carbone dans le carburant des 24 heures. Alors, d'abord, il faut dire que la course en elle-même, c'est 1,2% de l'impact carbone des 24 heures du Mans. Donc déjà, ça situe le degré d'importance. Ensuite... C'est les véhicules des spectateurs, donc qui sont l'essentiel de la pollution. Oui. Bien sûr. Et puis de la consommation qui se fait par l'électricité autour de nos installations. Mais vous avez raison, depuis 2 ans, nous fonctionnons avec des résidus de vinification.
Ça va plaire à Laurence. C'est un beau retour. J'entendais il y a 2 minutes une publicité pour un vin local. Là, voilà. On est en plein dans le sujet. Bravo. C'est donc zéro carbone. Il n'y a absolument rien de fossile. C'est un carburant qui est fait avec des résidus de... En fait, c'est de l'éthanol. C'est Total Energy qui fabrique ce carburant. Voilà, génial. Donc, on fabrique de l'éthanol, mais ça, on peut le faire avec plein d'autres choses. On peut le faire avec de la betterave à sucre. Là, c'est les résidus de vinification. Et ensuite, cet éthanol est modifié pour la course. C'est pas purement de l'éthanol. Les voitures roulent pas à l'éthanol 100%. C'est un carburant, on va dire, prototype. Il est spécifique, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. Il est spécifique. Déjà, au niveau du prix, il est un peu spécifique aussi. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Je pense que c'est 6-7 euros. C'est 2 fois le prix du carburant traditionnel. D'accord. Bon, oui. Alors, oui, il y a eu d'autres innovations liées au monde. Tout d'abord parce que pendant longtemps, il y avait cette très longue ligne droite des Hunaudières. Et donc, pour gagner du temps, il fallait rouler vite. Et pour rouler vite, il fallait avoir des voitures aérodynamiques. Donc, l'aérodynamisme est en partie né au Mans. Oui, complètement. Et effectivement, vous avez raison. Pendant de très très nombreuses années, en fait, jusqu'en 1990, quand ont été créés ces 2 ralentisseurs de la ligne droite des Hunaudières, l'aérodynamique a été privilégiée par les constructeurs au Mans. Oui, ça a rejailli sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Alors il y a eu des voitures un petit peu iconoclastes en fait. Il y a eu tout d'abord, ce qu'on appelait les tanks. Expliquez-nous ce que c'était, rien à voir avec la guerre en Ukraine. Non. Les tanks, en fait, c'est né en 1925 chez Schoener et Walker. En fait, c'était les premières voitures. D'ailleurs, ça avait fait un peu grincer les dents à l'Automobile Club parce que c'était pas ce qu'on appelait une carrosserie bona fide en latin, c'est-à-dire une carrosserie bon chic, bon genre, quoi, un classique. Et c'était les premières recherches aérodynamiques. Et le tank Schoener en 25 avait été un petit peu vu comme iconoclaste, vous le disiez très justement récemment. Après, on a vu 2 modèles tanks qui ont gagné le Mans en 37, en 39 avec Bugatti. Et puis après, qui était très moche, faut le dire. Ça ressemblait à une aile d'avion inversée et c'était franchement pas beau, mais efficace. Et on a même alors vous avez raison de parler d'aviation parce que les avionneurs ont été très importants dans l'histoire des 24 heures et de l'évolution des carrosseries parce que les constructeurs automobiles allaient vers eux, ils savaient que eux maîtrisaient la dynamique de l'air sur les véhicules mieux que les automobilistes. Et donc on a eu beaucoup de maisons d'aviation. Je voyais ce matin encore dans le musée la Cadillac qui s'appelait Le Mont 150, que Grumman aux États-Unis, qui était un fabricant d'avions de chasse, avait carrossé. On a eu Dassault qui a fait les 905 Peugeot à une époque, et plein de gens comme ça de l'aviation qui sont intervenus avec beaucoup d'à-propos. Oui, et puis avec les appendices aérodynamiques qui sont apparus aussi. Alors il y a eu Porsche avec la 917. Qui a été les premières, absolument. Et puis ensuite, après, il y a eu... c'était Chaparral. On a eu la Chaparral, c'était peut-être même un petit peu avant. C'était avant, oui. Chaparral, la première voiture avec un aileron. Alors là, pour le coup, c'est un avion, quoi. Et si on veut même aller avant, en 1955, les Mercedes arboraient un système de freinage aéro. Un Trado qui, une fois levé au freinage, freinait la voiture beaucoup plus rapidement. D'accord. Il y a eu aussi des progrès considérables en matière de moteur qui ont été faits au Mans, parce que pour gagner une course de 24 heures, il faut être rapide, mais il faut aussi être le plus économe possible en carburant, parce que plus on s'arrête au stand pour faire le plein, plus on perd du temps. Exactement. Et c'est ce à quoi répondait le classement à l'indice de performance ou indice énergétique aux 24 heures, qui privilégiait d'ailleurs à l'époque, suivant une règle de 3 un peu savante, la consommation, la vitesse moyenne et la cylindrée. Et à ce jeu-là, les Français ont été très bons. S'il n'y avait pas eu les petites Françaises pour faire chanter la Marseillaise à l'arrivée du Mans des années 50 à 66, eh bien, c'est pas avec les grosses voitures qu'on aurait gagné le Mans, malheureusement. À cette époque-là, les Français n'étaient pas en fer de lance. Ouais, il y avait des voitures qui paraissaient d'ailleurs incongrues aux 24 heures du Mans. Il y a eu une 4 chevaux Renault. Oui, qu'on appelait la petite mode de beurre. et qui s'est signalée d'ailleurs une année en faisant des tonneaux devant les tribunes au milieu de la nuit. Hervé Guillaumard, vous qui êtes un ancien directeur du circuit et aussi historien de la CO, quel est le moment qui vous a le plus marqué ou parmi tous ceux qui vous ont marqué, l'un des moments comme ça qui vous a le plus... c'est difficile, une question extrêmement difficile. J'ai essayé de suivre l'évolution malgré mon grand âge maintenant, mais je pense que dans les années 50-60, les pilotes étaient vraiment des héros.
À l'époque, rendez compte, je regardais ce matin la Porsche 917 longue qu'on avait. Et Gérard Larousse me disait il y a quelques années, dire qu'on montait là-dedans à 390 km/h, il n'y avait pas de rail autour du circuit, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les autos, on avait les jambes qui étaient 50 cm en avant de l'axe des roues. Il dit vraiment, on était un peu fous quand même. Hein. C'était des héros. Maintenant, on appelle ça les princes du tumulte, d'ailleurs à l'époque dans un très bon roman. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus encadré, c'est presque clinique, si j'ose dire, tellement c'est sophistiqué. Oui, puis il y a de la maîtrisé. Il y a de la sécurité en plus, parce que quand on voit le film sur Le Mans qui avait été fait en 1971 par Steve McQueen, avec Steve McQueen, oui, avec des images réelles qui sont tournées pendant la course et qu'on voit certains accidents. Alors là, c'est pas de l'image de synthèse, hein, c'est des vrais accidents. C'était extrêmement spectaculaire. Les voitures sortaient de la route à plus de 200 km/h. Moi, ça me fait froid dans le dos quand on voit ces images-là. C'est là qu'on mesure l'aura dont bénéficient les pilotes. Ce sont vraiment des héros. Oui, bah écoutez... Dans les histoires d'environnement, là, puisque c'est souvent, hein, on le sait, hein, des personnes qui n'aiment pas la voiture en règle générale. Alors les 300 000 billets vendus pour participer aux 24 heures du Mans prouvent bien que cette fête populaire et que la voiture est toujours aimée des Français, y compris et surtout avec les courses automobiles. On sait que de plus en plus, les 24 heures du Mans font aussi ce qu'il faut en faisant attention de ne pas trop bousculer l'environnement. Alors, notre objectif, c'est d'atteindre moins 30% de carbone en 2030 sur cette épreuve. Et c'est pour ça qu'on encourage à l'heure actuelle la venue verte de nos spectateurs. Ils ont des conditions particulières s'ils viennent en vélo ou avec des moyens de transport qui sont non polluants. C'est pour ça qu'on contribue aussi chaque année au reboisement de la France, etc., etc. Il y a plein d'actions qui sont tentées par les 24 heures et qui prouvent bien notre volonté d'atteindre cet objectif de moins 30 carbone en 2030. Bon, on espère participer à ça bientôt. Oui. Bon, peut-être l'année prochaine, ce serait bien qu'on y aille. D'accord. Ah, ce serait cool. Eh ben, on va faire ça. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Hervé. Merci à vous, bon week-end. Merci à vous, grand week-end. Je vois passer le dirigeable au-dessus de ma tête. Je ne vais pas le citer parce que Mathieu Bonardel est peut-être encore en ligne. C'est un dirigeable quoi? C'est un Dunlop. Que je salue bien volontiers et je vais aller voir comment ils vont gagner. Bon, on vous embrasse et bon 24 heures du Mans, Hervé Guillaumard. Merci de nous avoir accordé votre temps. Ancien directeur du circuit et surtout historien de l'ACO. Et puisque l'on parle d'histoire, je vous rappelle, on en a parlé dans le courant de cette émission, les 100 ans de légende. Le livre est paru aux éditions Grunt, signé du père et du fils Gérard et Julien Holz, et c'est un vrai beau livre exceptionnel. Allez, dans quelques instants, on continue de parler bien évidemment des 100 ans des 24 heures du Mans. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes nombreux à être avec nous. C'est très agréable de vous retrouver régulièrement sur la page Facebook de Sud Radio. On a Stéphane qui est un amoureux des 24 heures du Mans. Stéphane d'ailleurs qui nous a raconté sur la page Facebook de Sud Radio que la première fois qu'il est allé au Mans, il avait 3 ans. Il demande c'était l'année dernière. Quel est l'avenir des 24 heures du Mans. Il y a Mireille qui nous dit tous mes encouragements à la voiture 65 de l'écurie LMP2 dans laquelle œuvre John, un ancien collègue mécanicien. Enfin voilà, vous êtes très nombreux et c'est très très agréable de vous recevoir. Alors on va continuer avec un grand nom, l'ami Jean-Luc, des 24 heures du Mans. Avec un pilote français vainqueur des 24 heures du Mans en 1993 sur Peugeot 905, Eric Hellary, qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Eric. Bien. Vous avez fêté cet anniversaire d'ailleurs de votre victoire sur la 905? Clairement, on a bu une petite bière hier soir avec mes amis. Il y avait Jean Yellow, il y avait Temps, il y avait pas mal de copains. On a bu une petite bière et puis c'est tout parce que ce matin, il fallait être sur le pont très tôt. Alors, on a un problème le téléphone n'est pas très bon. Est-ce que vous pouvez essayer de vous mettre dans un endroit où on vous entend mieux, monsieur Hellary, s'il vous plaît? Je ne sais pas où vous êtes. Il y a trop de bruit derrière moi. Et puis ça coupe un peu, si vous pouvez vous mettre dehors, je sais pas. Je sais pas, je suis
Est-ce que là, ça va mieux? Oui, on va faire comme ça. Bon, Eric, en tant que, alors on peut dire pilote, parce que vous courez toujours aujourd'hui, bon, pas sur forcément des compétitions internationales, mais vous devez avoir regardé d'un œil intéressé les essais. Il y a très longtemps qu'au moins on n'avait pas vu autant de voitures d'usine dans la catégorie Rennes. Ça s'appelle les hypercars. Et surtout, moi, ça me fait plaisir parce qu'on revient 50 ans en arrière. La pole position d'une Ferrari et la deuxième place d'une Ferrari, donc les deux Ferrari sur les premières places de la grille. Vous analysez ça comment, vous? Alors déjà, c'était effectivement il y a 50 ans. C'était une pole position de Arturo Merzario sur une Ferrari. Et franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai qu'on est heureux de voir Toyota qui est là depuis des années. Mais d'avoir une pole Ferrari, voilà, c'est toujours quelque chose. Ferrari, c'est une marque emblématique, mythique. Et je suis persuadé qu'il y aura encore plus de public qui va suivre les 24 heures du Mans grâce à ça. Ouais. Alors on a vu aussi pendant les essais que les Cadillacs s'en sont plutôt bien tirés jusque malheureusement à l'incendie de la Cadillac c'est la numéro 3, c'est ça qui est... C'est celle de... Oui, la numéro 3. C'est Sébastien Bourdet, c'est ça qui a pris feu. La voiture a été... D'ailleurs, est-ce que vous savez si la voiture pourra prendre le départ, si elle a été réparée depuis? Ah oui, bien sûr. On vient de terminer le warm-up. Et, Sébastien Bourdet a fait le warm-up et il l'a d'ailleurs fait très bien puisqu'il fait le départ avec sa voiture. C'était effectivement réparé. Il y a eu un départ de feu. C'était il y a quelques temps et les mécaniciens, ils ont toutes les pièces nécessaires pour réparer les autos avant le départ. D'accord. Vous qui avez eu l'occasion de rouler, de rouler aux 24 heures du Mans, si vous deviez prendre le volant là d'une des hypercars, bon, Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, vous choisiriez quoi? Je choisirais Ferrari parce que je peux vous assurer que quand on passe dans les stands, c'est merveilleux. Les pièces sont neuves, elles sont belles. C'est des voitures qui sont vraiment fabriquées et envie de les piloter. Et puis là, on les voit passer en cours. Eric, on vous entend très mal. On a un vrai souci là. Ça coupe tout le temps. Il faudrait essayer de vous déplacer un petit peu. Ouais, vous n'avez pas une fenêtre? Ça va mieux. Quand je sors, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Lorsque je rentre dans la ville, peut-être ça coupe un peu. Mais est-ce que là, alors, je préfère qu'il y ait beaucoup de bruit, mais qu'on vous entende clairement, parce que ça coupe la moitié de vos mots à chaque fois. Ça fait vous savez, un petit peu comme dans le film avec Itinéris, là, Astérix, là, voilà. Bah, c'est ça, en fait. Alors là, je suis dehors. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça. Le problème en plus, c'est qu'on est dans la zone du TV Compound où il y a. Non, c'est mieux. Non, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Eric, c'est beaucoup mieux. Restez là. Je bouge plus. Je bouge plus. Je lève une main. Vous choisiriez la Ferrari si vous deviez faire la course cette année. C'est pas gentil pour Peugeot, l'équipe qui vous a permis de gagner il y a 30 ans, mais ils ont fait un peu une contre-performance là, on va dire, parce que 10e et 11e dans la catégorie, on les attendait sans doute mieux. Est-ce que vous avez une explication? Des explications, il y en a plein. Ce qui est sûr, c'est que la voiture n'est pas encore performante. Alors on va dire un peu 905 est pareil. La première voiture de la 905, elle n'a pas gagné le Mans et elle n'était pas performante. Donc Peugeot, il faut que je revoie une 968 peut-être évolution, avec peut-être un aileron d'ailleurs, parce que clairement la voiture n'est pas suffisamment performante, même s'ils font des chronos quand même sympas, ils sont à 2-3 secondes des meilleurs, ce qui n'est pas non plus humiliant. Le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont aussi des problèmes de fiabilité. Depuis le début des 24 heures, il y a eu pas mal de séances d'essai. Et c'est rare que les deux Peugeot terminent les séances d'essai. Donc je pense que ça va être très dur pour eux. D'accord. Porsche qui sait faire quand même, puisque ça reste la marque la plus titrée aux 24 heures du Mans. Est-ce que pour vous c'est une contre-performance d'être simplement pointé, la première Porsche est en 5e position, ou est-ce qu'ils en ont gardé sous le coude pour tout miser sur la course? Alors, comme vous le savez, il y a une BOP qui a été mise en place par l'ACO. Une BOP, c'est quelque chose qui normalement équilibre un peu les forces de tout le monde. Et on a vu que cette BOP, elle était mouvante. C'est-à-dire que peut-être que quelques équipes se sont dit, il ne faut pas qu'on montre tout notre potentiel pendant les qualifications, parce que sinon on va nous pénaliser pour la course. Donc on va voir dans quelques heures, d'ici 3 heures maintenant, au départ, peut-être qu'on va avoir quelques surprises avec peut-être des Cadillac, peut-être des Porsche
peut-être des Peugeot, on ne sait jamais, qui vont d'un seul coup dévoiler tout leur potentiel et qui vont prendre la tête de la course. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Mais c'est clair qu'en qualif, les Ferrari étaient très belles, elles ont bien piloté, elles ont fait la pole. Maintenant, le rythme de course est très différent du rythme des qualifs. D'accord. En plus, il risque de pleuvoir. Et là, on sait que sous la pluie, pour le coup, le pilote prend une importance déterminante. Pour vous, si la course se déroule une bonne partie sous la pluie, est-ce que ça peut rebattre les cartes ? Ah oui, totalement. Totalement, parce que là, lui, sur forcément... Ah, on est en train de perdre Eric, là. On est en train de vous perdre, Eric. Oui. Alors moi, je pense qu'il y a une explication. Non, mais en fait, Eric, c'est qu'il y a tellement de monde. Vous avez plus de 350 000 sur le voilà. Et en fait, les réseaux doivent être saturés. Les réseaux de téléphonie doivent être saturés. Allez, on essaie une dernière fois pour 30 secondes, mais après, sinon, on vous abandonne. Donc, sous la pluie, alors, un pronostic. Sous la pluie, on a vu que les Peugeot étaient très à Spa. Et encore ce matin au warm-up sur une piste un peu humide, la Peugeot était pas. Donc je pense que sous la pluie, évidemment, elles ne sont pas toutes dehors, elles sont toutes la plus aises sur le sec. D'accord. Ok, bon, bah, on va en rester là. Merci beaucoup, Eric. Bon, on est un petit peu trahi par la technique, mais bon, ça, c'est malheureusement la rançon du succès quand il y a beaucoup de monde aux 24 heures du Mans. C'est d'ailleurs la même chose quand on est sur des salons où il y a beaucoup de monde. Malheureusement, le réseau est vite saturé. Voilà. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour passer un bon commentaire, en tout cas, des 24 heures. Vous commentez sur quel média ? Sur Eurosport, avec Gilles Delaposta. Bon, bah super. Et d'ailleurs, super. Vous faites la bise à Franck. Un gros bisou à Franck. Et effectivement, pour tous ceux qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir voir à la télévision, il y aura Eurosport, mais il y aura aussi l'équipe TV. Voilà, donc les deux créneaux sur lesquels on peut. Eurosport. Oui, surtout Eurosport, mais il y en a qui ont l'autre. Voilà. Et moi, mon grand rêve, ce serait que cette magnifique course revienne sur un média français exceptionnellement. Vous voyez ce que je veux dire, genre France Télévisions. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric Allary. Et puis, désolé pour la ligne, mais non, mais c'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas. On a parlé en plus de la catégorie des hypercars, là, Laurence, mais il y a deux autres catégories. Il y a les LMP2. Alors là, on va dire c'est presque de la course monotype parce que c'est pratiquement les mêmes voitures qui courent en LMP2. Bon, mais il y a les GTE. Donc là, c'est des voitures que vous pourriez presque acheter pour aller rouler dans la rue avec. Donc c'est des voitures. On est dans l'esprit des 24 heures du Mans avec la catégorie GTE parce que ce sont des voitures de série adaptées à la course. Et là, alors vous savez que moi j'aime particulièrement les Corvettes. Il y a une seule Corvette, elle a fait le meilleur temps, la C8R. Donc on espère qu'ils vont briller devant. Alors on est revenu. On a l'impression d'être au Mans 66, parce que si je vous dis derrière, il y a des Ferrari, il y a des Porsche, il y a des Aston Martin. Voilà. Ouais, les marques ont rêvé. Une idée de cadeau d'anniversaire. Parce que je vous rappelle que c'est l'anniversaire de Jean-Luc aujourd'hui. Pour conclure l'émission, je vous rappelle le livre aux éditions Grunt, avec le livre de l'ami Gérard Rolls qui est venu nous retrouver, 100 ans de légende. C'est une bible, c'est absolument magnifique. Nous avons aussi reçu un très beau livre qui est aux éditions du Rocher, Stéphane Bois, Bob Garcia et Guillaume Médélec, 24 heures et Malheur du Mans. Et puis cette très très belle bande dessinée, 24 heures du Mans, 100 ans d'innovation. C'est aux éditions Glénat par Papa Zoglakis. Bravo également pour les gagnants, puisque nous offrions des places pour le Grand Prix Camion qui va se dérouler le 17 et 18 juin prochain à Nogaro, sur le circuit de Nogaro. Bravo à Jacques, à Éloane, à Fabien, à Gabriel et à Bruno. Et encore l'ami Jean-Luc. Happy birthday to you. C'était bien tout ça. Oui, non, je vais être très raisonnable. Ah bah si, avec les gens que vous aimez quand même. Oui, je vais être très raisonnable. Oh là là, ça vous change. Qu'est-ce qui vous arrive? Merci à tous. Ah bah évidemment. Et suivez le super programme de la journée avec entre autres le rugby cet après-midi. Et quant à nous, on vous souhaite un bon week-end. Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission et à Jordan de vous avoir accueilli au standard de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.